Jean-Marie Pelt est né le 24 octobre 1933 à Rodemack, en Lorraine. Pharmacien agrégé, ethnobotaniste, écologiste, fondateur de l'Institut européen d'écologie à Metz en 1971, président d'honneur de la Société française d'ethnopharmacologie, il est un des pionniers, alors que les ouvrages concernant l'écologie n'existent pratiquement pas. De nombreux voyages au Maroc, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, lui permettent de découvrir les remèdes traditionnels de ces pays. Parmi ses nombreuses fonctions, il préside l'Institut européen d'écologie. Il est président d'honneur de la Société française d'ethnopharmacologie, président du comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Il a écrit de très nombreux ouvrages sur les plantes et sur l'écologie. Conférencier passionnant, régulièrement sollicité par les médias, il aborde tous les sujets liés aux problématiques environnementales comme les OGM, le changement climatique, la déforestation, et transmet avec passion son savoir de botaniste, tout en défendant une écologie humaniste. Bonjour, Jean-Marie Pelt. Pardon? Ah non, oui, oui. je vais vous passer. Voilà. Donc, bonjour, Jean-Marie Pelt. Je suis très honoré de pouvoir faire cette interview et je voudrais rendre hommage à votre contribution pour l'écologie et votre amour de la vie. Voilà. Alors, donc j'ai quelques questions à vous poser. Donc, justement, ça concerne l'homme renaturé. En 1977, dans cet ouvrage, vous dites, vous écriviez, il paraît chaque jour plus évident que la croissance économique ne se poursuit qu'au prix d'une décroissance écologique. Tout comme une tumeur cancéreuse ne s'alimente qu'au détriment de l'organisme qu'elle épuise, dans les deux cas, le bilan final est désastreux. Presque 30 ans après, quel est votre diagnostic, docteur? Écoutez, merci de me poser cette question. Parce que j'avais déjà ce sentiment en 1977, quand j'ai publié L'homme renaturé. Et je trouve que je n'avais pas raison trop tôt, parce qu'aujourd'hui c'est pire. Parce que, au nom de la croissance, on fait porter à la nature vraiment des prédations, des exploitations, dans le sens exploiteur du terme. On est des exploiteurs de la nature et on détruit énormément. On détruit la biodiversité, on détruit le climat, on détruit la santé humaine parce que, pour être très clair, les pesticides sont très liés au cancer qu'on voit vraiment se développer à une vitesse foudroyante. 150 000 personnes en France meurent du cancer tous les ans, malgré tous les progrès qu'on fait pour soigner le cancer. On soigne actuellement un cancer sur 2. Donc, le coût de cette économie est très lourd, très lourd. Et ça explique pour quelle raison la prise de conscience de plus en plus générale en faveur de l'écologie montre que les petites gens, les gens, la France d'en bas, a bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, que l'idée du progrès, elle s'émousse un peu. On n'est plus tout à fait sûr que le progrès lié à l'avancée foudroyante des technosciences qui changent tout le temps, partout, à toute vitesse, qui font que le monde du travail est assujetti à vraiment une situation souvent dramatique des gens qui travaillent. On a parlé ce matin des burn-out, ce sont les gens qui font des dépressions parce que on les traite pas bien au travail, que cette primauté absolue de l'économie sur ce qu'on pourrait appeler l'humanisme est terrible, et que nous détruisons non seulement la nature, mais aussi les relations que les hommes ont entre eux. Nous sommes dans un monde très individualiste, très matérialiste, aucun élan spirituel, et confusément, vous savez, cher ami, le fait qu'on dit que les Français sont très moroses, il y a une explication, c'est celle-là. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes rassemblés avec des amis qui parlent des plantes médicinales,
des plantes qui guérissent. Nous avons eu un très beau témoignage d'un de nos amis, Bernard Bertrand, qui a montré comment, grâce aux plantes, il pouvait être autonome. Et nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants du pétrole. Tout ce que nous faisons est lié à la consommation que nous faisons du pétrole. Quand il n'y aura plus de pétrole, il faudra qu'on se débrouille autrement et qu'on aille, par exemple, vers les énergies vertes, naturellement. Voilà, alors c'est pour ça que je continue à agir, à être présent le plus possible auprès de ceux qui m'invitent et qui sont heureusement nombreux, parce que je sens progresser un sentiment, disons, de prise de conscience d'une nouvelle sensibilité par rapport à une nature dont on s'est éloigné et à laquelle on a fait beaucoup de tort. Et il ne faudrait pas qu'à un moment donné, la nature qui nous porte, parce que nous sommes totalement dépendants par nos médicaments, par les plantes alimentaires, par les fibres, par la forêt, par le bois, nous sommes totalement dépendants de la nature, que cette nature qui nous porte ne finisse pas par ne plus pouvoir nous supporter. Et ce serait alors le dérèglement climatique. Il serait dramatique, pas seulement pour les générations futures, mais pour le bébé qui naît au moment où nous parlons. Quand il aura mon âge, ça sera comment? Et nous sommes solidaires, non seulement entre nous, où nous essayons de l'être le plus possible, mais aussi avec la génération future, et puis toutes les générations qui suivront. Ok, justement, face à l'ampleur de cette destruction, de ce pillage, est-ce que justement parce que j'ai une réflexion aussi au cours des années, et je crois que le problème, justement, nous sommes créateurs de ce que nous faisons sur la Terre. Donc nous sommes à l'origine, parce que la nature elle-même, elle se débrouille sans l'homme. Alors justement, est-ce que sans pratique spirituelle, est-ce que l'homme ne devient pas inférieur à la nature? Et justement, ce côté destructeur, est-ce que ça n'est pas en train de le prouver? Vous savez, dans l'hyperconsumérisme dans lequel nous vivons, malheureusement, on nous fait croire que le bonheur, c'est l'accès et l'accumulation de biens matériels. Toujours plus. Et toujours plus de consommation. Et c'est la pub, c'est le travail des médias, de nous séduire pour que nous ayons envie d'acheter, par exemple, la dernière machine à peler les pommes de terre, dont nous n'avons pas besoin. On n'a pas besoin. Voilà. L'élévation spirituelle, il n'y en a pas dans ce monde de l'hyperconsumérisme qui est poussé par les grandes entreprises multinationales, par ce consensus qu'il y a, malheureusement, entre les grands politiques et le monde de la finance. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt que dans sa merveilleuse encyclique, le pape François écrit ceci au mot à mot: la politique est soumise aux technosciences et à la finance. Et il explique que, en effet, dans les pays avancés, les hommes politiques sont lobbyisés à fond par ces deux forces que sont la finance, laquelle finance les technologies qui évoluent à toute vitesse, dans tous les sens, avec des questions graves qui se posent. Est-ce qu'on va transformer l'homme complètement? On parle d'un homme augmenté. On veut fabriquer un homme prométhéen, vous savez, un homme extraordinaire, considérant que les hommes que nous sommes tous les deux, ça vaut pas un clou, et qu'il faut faire mieux. Bon, mais tout ça est très dangereux. Alors nous avons besoin d'une élévation spirituelle. Cette spiritualité peut prendre des formes évidemment très diverses. C'est la spiritualité des croyants, et des croyants de toutes les obédiences, de toutes les religions. Moi-même, je suis chrétien, je suis très croyant. Ça peut être une spiritualité laïque aussi. Ça peut être une spiritualité fondée plutôt sur les traditions orientales.
Mais toutes ces spiritualités convergent. Le père Théard de Chardin disait « tout ce qui monte converge ». Et ce mouvement, je le vois s'amplifier. Il y a, mettons, encore 10 ans, personne jamais me posait une question sur la spiritualité. Jamais. Et aujourd'hui, dans toutes les interviews, cette question revient. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans une élévation morale, éthique, spirituelle. Et que si nous ne l'avons pas, eh bien nous nous entretuerons. Nous finirons par nous entretuer parce que nous sommes une espèce très agressive. Nous sommes en conflit perpétuel. Le monde entier est en conflit, vous le voyez bien. Et ces conflits ont tendance à s'aggraver partout. Donc nous devons pouvoir transcender cette tendance au conflit généralisé par une forte élévation spirituelle. Vous savez, je suis quelqu'un qui croit que le progrès de l'humanité, contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est pas la technologie, c'est l'éthique, c'est la morale, c'est l'élévation spirituelle qui devrait nous permettre de ne pas finir par nous entretuer et par tuer la nature qui nous tuerait aussi après. Voilà, et ça c'est l'essentiel du message que j'essaye de transmettre de conférence en conférence et d'interview en interview. Alors, il y a un Amérindien avec qui j'ai participé à un séminaire qui s'appelle Aigle Bleu. Et donc, cet homme, donc vous avez d'une certaine manière répondu, mais j'ai beaucoup aimé son expression parce qu'il m'a dit l'homme aujourd'hui, il est divorcé d'avec la nature. Est-ce que vous partagez cette vision que l'homme est vraiment, il est divisé, quoi? Aigle Bleu a raison. Je ne l'ai pas rencontré, mais je l'ai rencontré par un organisme qui s'appelle Terre du Ciel, qui en a parlé. Je ne l'ai pas entendu quand il est venu, mais il a dit aussi que la culture traditionnelle de son peuple indien, par conséquent d'Amérique du Nord, c'était une relation fusionnelle avec la nature. Et que, assistant à notre déviance, ce que vous appelez notre divorce, eux continuent à conserver l'essentiel. Et eux pensent qu'ils devront maintenant, qu'ils doivent maintenant, que maintenant ils sont en train de nous restituer l'essentiel. Et nous devons les considérer comme ceux qui aujourd'hui nous instruisent après notre perversité, si vous voulez. Et ça, je trouve que c'est très beau, parce que c'est très vrai. Parce que j'ai fréquenté évidemment des peuples premiers, j'ai circulé dans beaucoup d'endroits du monde, et leur relation avec la nature, mais entre eux aussi, est une relation de forte solidarité, valeur que nous avons perdue dans l'individualisme forcené dans lequel nous vivons. L'individualisme, c'est un concept qui, pour un Indien, n'existe pas. C'est nous la tribu, c'est nous le groupe, c'est pas moi-je. Chez nous, c'est moi-je et tant pis pour les autres. Eh bien, c'est nous qui avons tort. Ouais. Justement, dans votre quête du monde végétal, vous êtes allé dans divers pays. Justement, est-ce que vous avez été en contact avec des hommes, des femmes médecines, des chamans? Bien sûr que oui. J'étais en contact notamment avec des grands hommes médecines, comme vous dites, de la religion vaudou, en Afrique, au Bénin. J'ai passé un long moment avec celui qu'ils considéraient comme leur plus grand thérapeute. Et j'ai été extrêmement frappé de la connaissance que cet homme avait des plantes médicinales. Nous avons circulé dans la brousse ensemble, repérant les plantes. Il me demandait « Est-ce que tu connais telle plante ?» Je disais parfois oui, et lorsque je la connaissais, elle avait les propriétés que lui m'indiquait. Et puis il me disait aussi « Et celle-là ?» Ben, j'ai dit « Ça, je ne la connais pas. » Et donc il m'enseignait.
Il m'enseignait et il me disait que ce savoir lui avait été transmis par son père, mais que son père, il le voyait. Et lorsqu'il avait un cas difficile, il conversait avec son père. Alors, comme nous étions avec un ami qui m'avait organisé ce contact et qui connaissait très bien cet homme, qui n'avait aucune formation scientifique dans le sens où nous l'entendons nous, cet ami a demandé à ce docteur de m'expliquer comment il pouvait converser avec son père, puisque son père était mort il y avait 30 ans. Oh, mais nous, on n'est pas comme vous. Mort, pour nous, c'est pas comme vous. Il m'a emmené au bord de la mer, nous étions au bord de la mer. Il a pris une plante que je connaissais bien, dont je savais que les Américains du Mexique l'utilisaient comme hallucinogène. Il m'a montré les graines, il a dit, tu vois, quand je prends ces graines, je vois ce qui fait trembler la mer. Et je vois mon père. Et là, on cause, tous les deux. Bon, ben, vous savez, quelqu'un qui vient de la culture occidentale, comme moi, qui a été formé par l'université, qui a passé l'agrégation de pharmacie, etc., j'étais pantois. Et ceci vous amène à avoir une grande humilité et un grand respect pour les autres cultures. Et de ne pas considérer que nous sommes les seuls à être des hommes évolués, modernes, et que tous les autres sont des crétins. Non, c'est pas comme ça. Nous avons à apprendre des autres et nous avons à être humbles. Hugues. Alors justement, pour l'homme d'aujourd'hui, c'est comme si ce que nous avions, comme si tout était acquis, comme ça, que ça tombait du ciel. On veut tout de suite. Mais en fait, avec ce que vous venez de dire, en fait, la connaissance, notre connaissance, tout ce que nous savons, en fait, nous l'avons tiré de la terre et du ciel. Est-ce que notre héritage, notre connaissance, justement, c'est par l'observation de cette nature et du cosmos? Oui, bien sûr que oui. J'ai fait une conférence sur les grands explorateurs en expliquant comment, à travers les derniers siècles, des naturalistes aimant la nature ont ramené des expériences et des plantes et des animaux qui venaient du monde entier, comment cette curiosité a été très présente et comment cette curiosité s'est éteinte pendant un certain nombre de décennies parce que la primauté du consumérisme faisait qu'on ne s'intéressait plus à toutes ces expériences des pays lointains et qu'on ne s'intéressait qu'à ce que nous considérons, nous, comme le progrès scientifique technologique, technosciences. Aujourd'hui, je suis très frappé de voir que l'intérêt pour la nature revient à travers l'écologie et que dans les grands organismes de recherche, on recommence à s'intéresser à la nature et on recommence à s'intéresser à tout ce que nous avons évoqué. Mais ça vient de la base, ça vient de la société civile, ça vient des gens et ça ne vient pas du sommet. Et moi, je suis quelqu'un qui pense que c'est par la société civile qu'on retrouvera enfin un équilibre entre les hommes entre eux et entre les hommes et la nature, sachant que dans la nature, il y a beaucoup de coopération et que la nature nous donne un modèle, si vous voulez, un modèle qui nous permet de comprendre que les forces de coopération sont absolument présentes dans tout le cosmos. J'ai écrit un livre avec Pierre Rabhi qui s'appelle « Le monde a-t-il un sens ?» Vous l'avez vu peut-être. Et voilà, et on a montré comment des mécanismes de coopération ont joué pendant toute l'histoire de l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à nous. Et tout ce que nous venons de dire, on le retrouve aussi dans l'ombre naturelle, puisque j'ai raconté, alors effectivement, on en parlait à l'instant, l'histoire d'Aigle Bleu, que je trouvais tout à fait passionnante, parce qu'il me paraît être un symbole de ces sociétés traditionnelles. Et bon, j'ai aussi dans la partie du bouquin qui est spécifiquement l'homme naturel,
était un des tout premiers en France à faire un bouquin d'écologie. En 77, il n'y avait pas encore de bouquin d'écologie. Il y avait un très bon livre de Jean Dorst, afin que la nature, comment il s'appelait, la nature dénaturée. La nature dénaturée. Mais il y avait très peu de livres d'écologie. Donc j'étais très tôt déjà rempli des idées que nous développons aujourd'hui. Alors, justement, quand on parle d'écologie, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques Salomé, dont vous avez dû entendre parler, bien sûr, qui, lui, très tôt, a parlé d'écologie relationnelle. Justement, pour moi, justement, les relations humaines sont extrêmement précieuses. Donc, c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai aussi créé, entre autres, Soleil Levant. C'est une invitation aussi à faire un travail sur soi, parce que voilà, on peut se polluer tout seul dans notre tête, dans notre mental, et on peut aussi polluer nos relations avec les autres, avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis. Est-ce que justement, quel est votre regard sur cette écologie relationnelle ? Oui, c'est l'écologie humaine. C'est au niveau des relations entre les êtres humains. Moi, je suis extrêmement frappé du caractère très sec de nos relations. Je suis extrêmement frappé du manque d'empathie dans les relations de tous les jours, avec des gens que nous ne connaissons pas. Je ne peux pas avoir, moi, je ne sais pas, avoir des relations purement fonctionnelles. Si je suis derrière un guichet et qu'il y a une personne derrière le guichet, j'ai besoin de lui dire un mot, mais qui transcende la relation purement fonctionnelle et qui l'humanise, cette relation. Mais ce mot n'est pas toujours reçu. Et nous sommes tellement déformés, je vais dire détraqués, que cette personne est tout à fait capable de penser que je la drague. Non mais vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et cette sécheresse tient à cet individualisme forcené. Je vais prendre un exemple précis, c'était avant-hier. Je vais à mon agence bancaire. Je suis reçu par une jeune femme que je vois toutes les semaines. Elle me disait, je vais aller en vacances. Je dis, vous allez où? Elle me dit, je vais en Corse. Oh, je lui dis, c'est magnifique. C'est une île de beauté. Faut aller voir ça et ça et ça. Puis je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué tout ce qu'elle devrait voir pour que ses vacances soient de belles vacances. Et je la vois, donc jeudi dernier. Ah, j'ai dit, vous partez quand? Elle me dit, je pars demain. Après, j'ai dit, vous ne manquerez pas d'oublier d'aller voir les calanques de Piana, le golfe de Porto, etc. Vous n'oublierez pas, hein? Elle me répond, mais je ne penserai pas à vous, je serai en vacances. Bon. C'est typique. C'est typique du monde dans lequel nous vivons. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Parce que nous ne nous reconnaissons pas les uns les autres avec respect. Et nous avons oublié que nous étions invités par la formidable image de Jésus à nous aimer les uns les autres. Eh bien, pour nous aimer les uns les autres, chers amis, nous ne sommes pas très doués, malheureusement. Bon. Alors, malgré ce tableau qui a été brossé, qui n'est pas des plus reluisants, malgré tout, sur la planète, il y a de nombreuses initiatives qui sont prises dans plein de pays, que ce soit aussi bien au niveau, je sais pas, des éco-villages, aussi bien des rencontres spirituelles telles que les forums de Terre du Ciel créés par Alain Chevillat, qui sont de formidables rencontres à plusieurs, plusieurs niveaux, aussi bien sur des plans pratiques, même social. Justement, qu'est-ce qui nous manque pour réussir dans tout ça, puisque quelque part on a tout pour bien faire,
Qu'est-ce qui nous manque pour réussir? Nous ne sommes pas assez nombreux. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et cette prise de conscience se développe. Je vois d'innombrables initiatives heureuses qui vont dans le sens que nous décrivons, mais nous sommes encore minoritaires, il faut être objectif, et nous sommes invités à changer notre comportement. Et tout le monde n'est pas prêt à changer son comportement. Gandhi disait, sois en toi-même le changement que tu souhaites pour la société. Eh bien, ce changement au fond de soi-même, ce travail, disons, de progression sur le chemin spirituel, on ne le fait pas toujours. Souvent on le souhaite, mais on ne le fait pas. Donc il faut passer des paroles à l'acte, et il faut savoir aussi que dans différentes parties du monde pauvre, ce travail est difficile à faire parce que d'innombrables habitants de la planète sont dans un état de dénuement dramatique, et leur premier souci c'est de manger et de survivre. Et ce quotidien-là est extrêmement dur, ne permet pas forcément de faire tout le chemin dont nous parlons en ce moment. Donc nous devons les prendre par la main et aider ces pays pauvres. Et là, je partage absolument la priorité du pape François pour les pauvres. Nous devons songer aux pays pauvres, parce que nous sommes des pays riches. Bien que nous soyons incapables de gérer convenablement la richesse, que nous la partageons extrêmement mal, que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres, ce qui est effrayant, ce que je n'accepte pas du tout. Je n'accepte pas qu'on puisse augmenter sa fortune de plusieurs milliards en une année. Je trouve ça scandaleux, indécent, tout à fait indécent. Et vous savez, un système qui permet ça est à mes yeux condamné. Je pense que ça condamne le système dans lequel nous vivons. Et comme dit mon ami Pierre Rabhi, on aura beau faire de l'acharnement thérapeutique, ben ce système, il est condamné quand même. Et je partage tout à fait ce point de vue. Eh ben, je trouve que c'était une excellente conclusion. Je vous remercie du fond du cœur pour ce moment. Voilà. Merci. Merci.